Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un nouvel épisode Constellation éphéméride, une première partie permanente de découverte des constellations. En un an, nous découvrirons 66 constellations, donc en fonction bien évidemment de la période de l'année. Comme ça, vous pouvez mettre en pratique immédiatement le contenu de chacun des épisodes au fur et à mesure de leur sortie. Deuxième partie, une partie plus temporaire, nous allons voir les éphémérides pour la période du 7 au 14 mai, tout ce qu'il y a à observer donc dans le ciel actuellement. Et donc aujourd'hui je vous propose de parler de deux constellations. La première, la constellation du Corbeau, est peu connue, mais avec des choses intéressantes. Et la deuxième, la constellation de la Vierge, beaucoup plus connue, regroupe des tonnes et des tonnes de galaxies, mais elle fait très peur, parce qu'il y a peu d'étoiles brillantes, et donc il est assez difficile de savoir comment aller se positionner au bon endroit pour pouvoir naviguer sans trop se tromper. Donc je vais vous donner la petite astuce qui va bien, ce que j'appelle la porte. Et donc voilà, je vous propose la première partie sur ces deux constellations, la deuxième partie, les éphémérides du 7 au 14 mai 2021, avec pas mal de petites choses intéressantes, mais vous n'êtes bien évidemment pas obligé de la regarder une fois la date passée. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. La constellation de la Vierge est une constellation de référence. Elle nous propose des tonnes et des tonnes de galaxies, mais pas forcément très facile à trouver ni à observer. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment aller trouver ces différentes galaxies que vous connaissez peut-être déjà sans doute. Par exemple celle-ci, la fameuse galaxie du Sombrero. Nous voici donc sous un ciel de printemps à 22h40 environ pour un 7 mai, donc voilà, début mai. Globalement, au crépuscule nautique, le soleil est suffisamment bas en dessous de l'horizon, moins 12 degrés, pour pouvoir commencer à observer les constellations, les reconnaître et commencer à travailler sur le ciel profond. Donc, bien évidemment, l'exercice consiste à repérer notre constellation, nos constellations, et bien évidemment, on va retirer tous les traits pour pouvoir vous faire un peu ce petit exercice. Les constellations d'hiver sont ici, vous reconnaissez la constellation des Gémeaux, mais nous allons repérer notre constellation de la Vierge et du Corbeau à partir d'autres constellations. Nous avons vu ensemble la constellation du Lion, vous la reconnaissez sans doute, et nous avons vu ensemble la constellation de la Grande Ourse. À partir de la constellation de la Grande Ourse et de sa queue côté est, donc à gauche, eh bien nous allons faire un arc de cercle pour tomber sur Arcturus ici, une étoile très brillante de la constellation du Bouvier. Elle se reconnaît aisément parce qu'elle est de couleur orangée et c'est à peu près la seule sur cette période de la saison. Et bien évidemment, on va continuer, on va tomber sur une étoile bien brillante et bien blanche, le Spica de la constellation de la Vierge. Dans le sens inverse, avec un arc de cercle finalement dans le sens inverse, on va tomber ici sur Régulus de la constellation du Lion, mais on peut la retrouver également à partir de ces deux étoiles-là. Et donc Régulus de la constellation du Lion, avec Spica et avec Arcturus, nous forment le triangle de printemps qui pointe côté ouest. La constellation du Lion, vous allez pouvoir également contrôler votre repérage, d'être certain de bien pointer Spica et non pas Arcturus, tout simplement sur la base du ventre du Lion, puisque nous avons un alignement avec Arcturus. Si vous prenez cette fois le dos du Lion, vous allez plutôt aller en direction de la constellation de la Vierge. Nous allons maintenant afficher effectivement les constellations pour vous y aider. Donc ces constellations, vous allez remarquer que la Vierge, elle est couchée. Donc si on reprend les formes allégoriques, voici ce que ça peut représenter à peu près. Vous avez les deux pieds ici et vous avez le corps de notre Vierge ici. Alors bien évidemment, c'est un petit peu difficile de reconnaître les choses. La constellation du Corbeau se trouve un peu plus basse. Elle forme une espèce de trapèze un petit peu bizarre. Ces étoiles sont quand même suffisamment brillantes pour être repérées, même sous des latitudes comme 50 degrés de latitude nord, pour peu qu'on n'ait pas de pollution lumineuse, et surtout un horizon sud bien dégagé. Affichons maintenant les délimitations des constellations. Vous pouvez comprendre que c'est déjà un petit peu plus clair. Nous allons donc naviguer à travers ces deux constellations pour aller chercher un certain nombre d'objets intéressants à observer. Avec Stellarium, en appuyant sur F4, vous allez pouvoir activer les catalogues de Messier, les catalogues NGC, éventuellement les catalogues IC, les catalogues PGC si vous voulez vraiment aller brutalement dans le sujet. Vous allez pouvoir tirer le nombre de marqueurs,
on va utiliser ces noms-là. Et globalement, on va donner quelques remarques, mais pas forcément toutes. Et là, vous allez tout de suite remarquer qu'il y a quand même beaucoup de monde à observer dans notre zone. En fait, ici se trouve l'amas de la chevelure de Bérénice et de la Vierge. Donc en réalité, il s'appelle amas de la chevelure de Bérénice, mais une partie est sur la constellation de la Vierge. Un bon exemple, comme quoi les nommages des constellations peut éventuellement nous leurrer un petit peu. Et la constellation du Corbeau se trouve plus basse. Donc là, dans cette zone-là, comme vous pouvez le voir, vous avez des tonnes et des tonnes de galaxies. Il va être difficile de se repérer. Voici à peu près la même zone photographiée. Il s'agit de 20 photos faites avec le Sony A7S et le Photostroke. Et vous pouvez voir qu'il y a du monde. Beaucoup de monde. En réalité, toutes les nébulosités qui ne sont pas ponctuelles comme des étoiles, ce sont des galaxies. Vous pouvez voir qu'il y a énormément en réalité de galaxies sur la zone. Pas toujours évident de les repérer comme ça, surtout que je vous fais une navigation rapide. Alors voici simplement la même zone, mais avec les galaxies du catalogue IC, les galaxies du catalogue NGC et les galaxies du catalogue de Messier. On pourrait ajouter à cette liste-là les galaxies du catalogue PGC, il y en a encore plus. Et alors pour aller se balader dans cette zone-là, ça va être un petit peu difficile parce que vous n'avez pas forcément beaucoup d'étoiles brillantes. Là, elles étaient prises un petit peu dans de la brume d'altitude. Mais il y a une technique, celle que j'appelle la porte. Vous avez ici un groupe d'étoiles assez caractéristique qui va nous permettre d'aller trouver notre zone et de naviguer dedans. Revenons dans Stellarium, on va cacher le catalogue IC et le catalogue NGC, on va juste garder le catalogue Messier. En fait, lors de notre navigation et de découverte de la constellation du Lion, nous avons parlé du fameux trio du Lion, M65, M66 et la galaxie Hamburger juste au-dessus. Et en fait, c'est bien ce trio qui va nous servir de repérage, donc à mi-chemin entre cette étoile et cette étoile. En fait, quand vous êtes ici, vous allez pouvoir faire une symétrie avec cette étoile d'Enebola et vous allez pouvoir essayer d'aller chercher ce que j'appelle la porte. C'est un groupe de 4 étoiles. Groupe de 4 étoiles assez intéressant parce qu'il nous fait un rectangle quasi parfait avec une proportion à peu près de 2,5 pour 1, donc assez facile à reconnaître. Et à partir de cette porte, nous allons naviguer dans toute notre zone et je vous mets un lien dans la description pour pouvoir aller naviguer justement dans cette photo haute définition que je vous ai montré il y a quelques instants. Vous allez pouvoir revenir sur M98, vous allez pouvoir descendre sur M99, aller sur M100 via cette étoile très brillante en prenant la diagonale de votre porte, monter plus au nord pour aller chercher cette étoile et ensuite M85, revenir vers cette étoile et ensuite vers la porte. Ensuite, vous allez descendre méthodiquement via ces étoiles pour aller chercher la chaîne de Markarian ici. Ce que vous avez pu remarquer, c'est que les galaxies que nous venons de voir là à l'instant sont des galaxies en réalité qui font partie de la chevelure de Bérénice. Mais la chaîne de Markarian, nous allons pouvoir la retrouver d'une autre manière. Je peux vous afficher les graduations en ascension droite. Et vous pouvez remarquer que la déclinaison de la chaîne de Markarian est la même que notre trio du Lion de tout à l'heure. En réalité, il y a à peu près 1 heure en angle horaire de différence entre les deux. À partir de ce moment-là, parce que vous avez le 12h20 qui est là, et vous avez le 11h20 qui est là. Donc ça va être 1h05 d'écart entre les deux. Conséquence, vous pouvez vous placer sur le trio du Lion que vous connaissez bien, et si votre mise en station est bien faite, il suffit de vous décaler de 1h05 en ascension droite vers l'est pour tomber directement sur la chaîne de Markarian. Autre possibilité pour trouver la porte, vous allez sur Denebola, vous montez un tout petit peu, et ensuite vous vous décalez de quelques minutes d'arc, peut-être une demi-heure une demi-heure en ascension droite pour aller tomber sur votre porte. C'est aussi une possibilité. Il faut, quand on va chercher des cibles, si vous avez une monture équatoriale, eh bien vous avez des possibilités de pouvoir naviguer justement selon vos axes et gagner du temps. Une fois que vous êtes sur la chaîne de Markarian, attardez-vous dessus, il y a beaucoup de choses intéressantes. En réalité, la chaîne de Markarian, elle est absolument énorme, puisqu'elle va nous intéresser bien évidemment M86 et M84, mais beaucoup d'autres. Toutes ces autres galaxies que vous voyez ici font partie déjà de la chaîne de Markarian, et en fait cet ensemble est un ensemble de galaxies en interaction gravitationnelle les unes avec les autres. On a un peu cette impression qu'elles sont en train d'un peu de tourner les unes avec les autres. Ensuite, vous allez descendre sur M87 ici,
vous allez pouvoir aller sur M89, M90, remonter sur 91 et 88, ensuite revenir sur 90 et 89, descendre sur M58 et ensuite nous intéresser à M59 et M60. Vous avez déjà parcouru un nombre important de galaxies du catalogue de Messier. Vous allez pouvoir continuer votre navigation, ce sera un petit peu plus difficile en passant par ces étoiles, et là vous avez un groupe caractéristique d'étoiles que vous allez pouvoir éventuellement retrouver aux chercheurs à partir de celle-ci. Ce groupe caractéristique d'étoiles, en fait, que on pourrait qualifier de étoile, en forme d'étoile, est une autre possibilité d'attaquer le groupe de Messier et de remonter en fait sur M60 et M59 assez rapidement. Mais surtout, il va nous servir à aller chercher M49 en allant parcourir ce groupe d'étoiles là et en arrivant sur M49. M61 est un petit peu plus difficile à trouver, quoique on ira le chercher à partir justement du corps de notre constellation de la Vierge et finalement de cette étoile ici. Et on remontera vers le haut si on a un Dobson. Éventuellement on pourra utiliser les angles en ascension droite et en déclinaison, puisqu'en réalité en déclinaison on va tomber tout de suite sur cette étoile et ensuite on va pouvoir aller chercher M61. C'est pas une galaxie forcément très facile à observer, ça dépendra bien évidemment d'avoir un très bon ciel. Ensuite, bien évidemment, il reste M104, la fameuse galaxie du sombrero. Et là aussi, vous avez repéré qu'entre Spica et M104, vous avez quasiment la même déclinaison. Donc, il est possible de naviguer selon l'axe en ascension droite pour aller retrouver M104. Mais si vous n'avez pas de monture équatoriale, vous pouvez repartir de la constellation du Corbeau, ici, et de remonter progressivement de proche en proche sur ces étoiles. Et vous allez tomber surtout sur ce groupe-là, assez caractéristique, et ce deuxième groupe qui va vous permettre de trouver M104. Je peux donc vous remontrer quelques photos dont vous êtes les auteurs, puisqu'elles proviennent de l'épisode Vos photos du mois qui vient de sortir. Vous avez M100, vous avez la galaxie du sombrero M104, et vous voyez qu'elle n'est pas forcément très grande, et en visuel je peux vous dire qu'elle est beaucoup moins spectaculaire. Donc bien évidemment on veillera quand on fait de l'astrophoto à faire quand même beaucoup de pauses. Là vous avez 50 x 30 secondes, donc 25 minutes de pause pour commencer à avoir quand même un minimum de signal. La chaîne de Markarian est intéressante également à photographier. Elle se photographie ici avec un 450D sur une 80ED. Et vous voyez que nous avons l'ensemble de la chaîne de Markarian. Bien évidemment, là déjà il y a quand même pas mal de pauses, mais plus vous accumulerez de pauses, mieux ce sera. Et vous voyez qu'on est quand même sur un setup avec une Q3.2. La photo, elle est tout à fait propre, bravo à toi Valentin. Il en est de même, donc après derrière avec Alexandre qui a plus de pauses sans doute, et une Red 4 51 sur une HEQ5. Là on peut voir qu'il y a quand même vraiment énormément de galaxies. La photo est simplement pas dans le même sens que les autres, mais vous voyez que ces galaxies là, on a quand même beaucoup de choses et beaucoup de raisons de se faire plaisir, même avec finalement un instrument qui n'est pas énorme. Et là ici, avec donc un Skywatcher 200 000, là vous pouvez voir un peu plus de détails encore sur chacune de ces galaxies. La constellation du Corbeau est intéressante. On va réafficher le catalogue NGC. En fait, à partir de la constellation du Corbeau, vous allez pouvoir vous intéresser à M68, un amas globulaire de la constellation, si je ne dis pas de bêtises, de l'Hydre femelle. Effectivement, c'est à partir de la constellation du Corbeau qu'on ira le repérer en faisant tout simplement un ajout de la moitié à peu près de la distance entre ces deux étoiles. Cet amas n'est pas spécialement spectaculaire, il n'est pas extrêmement lumineux, quoique on arrivera à le voir sans problème avec un télescope de 200 mm. Mais pour le résoudre, il va falloir monter en diamètre, parce que vous allez l'observer, il sera quand même très bas, et donc il n'est pas forcément évident de pouvoir avoir du détail dessus. Mais la constellation du Corbeau nous propose une autre cible extrêmement intéressante. Vous allez repartir des deux étoiles du haut, mais cette fois vous allez aller sur la droite, ici, et vous allez trouver deux galaxies, la fameuse galaxie des antennes, c'est-à-dire en fait deux galaxies en interaction gravitationnelle puisqu'elles sont en pleine collision et elles vont en former qu'une seule au fur et à mesure des millions d'années qui sont devant nous. Bien évidemment, à échelle humaine, on ne verra pas d'évolution. Et voilà ce que peuvent donner ces deux galaxies avec le Sony A7S sur le photostroke. Je n'ai pas forcément fait énormément de pauses, on pourrait faire bien évidemment beaucoup mieux, mais néanmoins on commence à repérer les deux antennes et quand même la forme des deux cœurs de ces deux galaxies. Voilà donc globalement pour un peu cette zone qui est la zone de la Vierge. Si on remet tous les catalogues cette fois, vous allez voir qu'il y a du monde, qu'il y a
beaucoup, beaucoup de monde. Donc bien évidemment, et sur vos photos, n'oubliez pas de faire une résolution astrométrique qui va venir reconnaître les étoiles et reconnaître les choses qu'il y a dessus. Toutes ces petites galaxies que j'ai rajoutées ne sont pas observables en visuel, bien sûr. On est sur des magnitudes 15, 16, 17 peut-être, mais en photo, vous allez pouvoir les obtenir. Donc je vous souhaite une belle navigation à travers ces deux constellations. Ça va faire un bon exercice. N'essayez pas, voilà, n'ayez pas peur, j'ai envie de vous dire. Essayez. Vous avez maintenant plusieurs éléments pour vous aider à naviguer dans cette zone et c'est en forgeant qu'on deviendra forgeron et donc c'est à force d'exercice que l'on va apprendre. Mais néanmoins, ces galaxies, je vous conseillerais de fuir la pollution lumineuse. Au niveau des filtres, ça va être un petit peu difficile parce que les filtres UHC, globalement la lumière d'une galaxie est une lumière blanche, donc les filtres vont quand même bouffer un petit peu de lumière sur vos galaxies, mais quand même un petit peu moins vite qu'ils ne vont limiter la pollution lumineuse. Donc c'est à essayer et à voir, à trouver le bon compromis entre un filtre Skyglow, un filtre CLS et voire un filtre UHC. Par contre, n'allez pas sur des filtres comme le L-Enhance d'Optolong ou des filtres L-Pro qui sont beaucoup plus sélectifs pour les nébuleuses. Ils ne sont pas adaptés à l'utilisation et à l'observation des galaxies. Je vous souhaite donc un agréable voyage sous ce ciel de printemps. Voilà, donc nous avons passé la première partie permanente. Si bien évidemment vous êtes au-delà du 14 mai 2021, vous n'êtes pas obligé de continuer à visionner cet épisode, mais n'hésitez pas à laisser un petit mot dans l'espace commentaire, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Si par contre vous êtes intéressé par les éphémérides, je vous invite tout simplement à rester. Continuons à présent avec les éphémérides du 7 au 14 mai 2021. Comme vous pouvez le constater, le crépuscule nautique, pour ce qui est de Paris, est de 22h38 à peu près. Donc c'est vraiment la période sur laquelle vous allez vraiment commencer à travailler, bien évidemment, au crépuscule. Voilà, globalement, c'est la période où on peut commencer à faire un petit peu d'astrophotographie. Vous pouvez constater que les phases de la Lune nous amènent à une nouvelle Lune aux alentours du 11-12. On aura l'information plus précise après, mais en tout cas, ce que l'on repère, c'est que bien évidemment, la Lune ne sera pas gênante sur cette période pour faire du ciel profond. Donc on ne s'intéresse pas trop à ça et on s'intéresse au ciel profond. La Station spatiale internationale, ses passages sont au petit matin, mais surtout en deuxième moitié de nuit. En effet, nous sommes bientôt proches finalement du solstice d'été et en réalité, la Station spatiale internationale peut nous faire jusqu'à 4 passages dans la même nuit illuminés. Et c'est ce que nous voyons exactement sur le site Heaven Above. Vous pouvez remarquer par exemple le 14 mai, vous avez carrément 4 passages qui seront illuminés. Pas forcément en intégralité, mais néanmoins, voilà, si vous faites une nuit blanche d'observation sur cette période, vous pouvez avoir des nombreux passages de la Station spatiale internationale et du coup des passages forcément en probabilité. Un passage intéressant par exemple à 86 degrés le 11 mai au-dessus de Paris, certes à 5h16 du matin. Et donc autant les premiers passages dans notre semaine sont plutôt vraiment sur la fin de nuit, autant on va commencer à avoir des passages à 1h ou 2h du matin, et là des possibilités donc de pouvoir le photographier. La photographier à des horaires un petit peu décents, mais attention, sur ces horaires-là, elle n'est pas forcément toujours illuminée en intégralité de son passage. Au final, qu'allons-nous observer sur notre période? Finalement, au niveau des tailles lunaires, on n'a absolument rien. On a une nouvelle lune, en plus de ça, à l'apogée le 11. Par contre, nous avons toujours la nova dans Cassiopée, la supernova au niveau de NGC 3310 dans la constellation de la Grande Ourse, et aussi une supernova dans la constellation du Dragon avec NGC 3147. Nous avons toujours les états aquarides, comme étoiles filantes, et les états lyrides sur la période. Et nous avons un rapprochement Lune-Mercure le 13. Donc concrètement ce que ça nous donne, voici la nova photographiée par Pierre-Yves Roustan. La nova est ici et vous avez une très très belle photo. Il nous a fait vraiment une photo vraiment super sympa, très très bien faite. Donc 6 fois 2 minutes, 60 fois 2 minutes quand même, avec un 200-800 à f4. Et ici, Keltal Knight qui nous fait la supernova, donc SN 2021 HPR dans la constellation du Dragon, donc avec NGC 3147, qui nous avait offert déjà une première supernova, mais cette beaucoup moins lumineuse, en début d'année, tout simplement. Donc quelquefois, on a des galaxies qui nous offrent régulièrement des belles supernovas. Les planètes sur notre période, vous pouvez constater que Mercure, on en avait déjà parlé, va nous offrir une belle élongation aux alentours du 15 mai. Donc on va s'y intéresser. Mars devient de plus en plus petite, il n'y a plus de détails à attendre.
et Vénus continue son petit bonhomme de chemin, elle va commencer à devenir observable. C'est ce que l'on a dans le graphe ici en dessous, et vous pouvez vous mettre à peu près au premier tiers pour repérer la position de nos planètes. On voit qu'on arrive sur l'élongation est, donc de Mercure dans quelques jours. Au niveau de la positionnement des planètes, c'est ce que nous avons vu à l'instant. Vous avez le Soleil, Vénus et Mercure qui se trouvent sur sa gauche, donc côté est, et qui vont sur leurs élongations est respectives. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer sur cette zone-là? Je peux vous afficher ça. Donc là, on est plutôt sur un crépuscule nautique. On va revenir 1 heure avant quand même pour un crépuscule civil. Et vous allez voir que finalement, Vénus va pouvoir commencer déjà à devenir observable. En fait, au fur et à mesure des jours qui vont venir, vous pouvez constater que les deux planètes s'éloignent plus du Soleil que le Soleil ne les rattrape. Donc en réalité, on va sur une période d'observabilité des deux planètes. Ça va commencer à devenir assez intéressant. Mercure, bien évidemment, n'est pas toujours facilement observable et trouvable. C'est un exercice, c'est une course contre la montre. Mais ce que l'on notera, c'est que finalement, regardez bien l'angle de l'écliptique par rapport finalement au quadrillage de l'ascension droite. Vous pouvez voir que l'écliptique continue un petit peu de monter. L'angle est un peu plus prononcé. Donc, conséquence, il va être de plus en plus facile, enfin en tout cas, il est quand même assez favorable de pouvoir observer Mercure. L'élongation est de Mercure, comme vous pouvez le voir, elle est aux alentours du 24, 25, 26. Donc vous avez des très très bonnes opportunités d'observer Mercure dans les jours à venir. Au petit matin, justement, c'est l'inverse. Vous pouvez remarquer que le Soleil, ici, n'est pas forcément très très haut. Donc là, effectivement, je l'ai placé à 7 degrés en dessous de l'horizon. Et vous pouvez voir que Neptune, Jupiter, Saturne et Pluton sont alignés et sont pas forcément très très hautes. Vous voyez, Saturne a 17 degrés de hauteur, ici 15 ou 14 degrés pour Jupiter. Mais néanmoins, les deux planètes, ça y est, commencent à devenir observables un peu plus confortablement au petit matin pour les lève-tôt. Concrètement, les phases de la Lune, on n'a pas grand chose à attendre. Vous voyez que sur notre période, la Lune est complètement inobservable, à part vraiment à la fin. Le Soleil, aucune tache solaire, quoique il y a une tache solaire qui est en train d'arriver ici, et on peut voir une belle activité finalement si on en est pour travailler en H-alpha. Mais cette activité, elle va nous offrir surtout une belle tache solaire qui devrait arriver dans les jours à venir. Bien évidemment, je le rappelle, l'observation du Soleil se fait uniquement avec un télescope adapté avec un filtrage de pleine ouverture. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné plein d'idées de choses à observer ce soir et dans les soirs à venir. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à laisser un mot dans l'espace commentaire. Vous connaissez la musique, savoir comment soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro et je vous souhaite de bonnes observations. Merci, au revoir.